Bon, bah, je passe la parole donc à Guy Le Tuyau. Donc, j'imagine que Franz vous a déjà raconté tout sur la fouille d'Airainoum, sur les découvertes qui ont été faites, et j'arrive un petit peu après la bataille. Mais enfin, moi, je vais me contenter de parler d'un sujet très particulier qui est celui de l'habitat. Donc, vous avez tous compris où se trouvait Airainoum, donc au nord-ouest de l'Afghanistan. Et au cours des fouilles qui se sont déroulées donc entre 1964 et 1978, parmi les monuments qui ont été mis au jour, un certain nombre de vestiges correspondaient à des vestiges d'habitation. Alors, comme France vous l'a dit, les vestiges qui ont été découverts à Airainoum datent pour la plupart du dernier état architectural de la ville, qui est un état architectural monumental, et qui remonte au règne d'Eucratide, donc autour, on vous a dit que la chute de la ville était en 144 avant notre ère, donc entre 140 et 144, visiblement, un grand programme de reconstruction de la ville a été entrepris au niveau du palais, du gymnase, mais également au niveau de certaines demeures, de grandes demeures aristocratiques. Dans mon discours, vous verrez que, bien sûr, je vais vous parler en premier lieu des grandes résidences, de ces grandes maisons avec leur architecture très particulière, mais je noterai aussi que, naturellement, il y avait un habitat beaucoup plus modeste aussi pour tout le personnel, tous les gens qui devaient travailler et vivre aussi dans cette grande capitale, capitale provinciale certainement, mais aussi capitale royale, comme le montre l'extension du développement du palais, donc dans sa dernière phase. Alors, commençons par ces grandes maisons aristocratiques. Finalement, nous en avons un exemple dans ce quartier sud-ouest de la ville. Nous allons les détailler petit à petit dans un deuxième temps. Une grande résidence juste à l'extérieur des remparts, et à ces deux maisons à l'architecture particulière, il faut adjoindre naturellement les résidences du palais qui sont composées exactement sur le même plan que ces grandes maisons aristocratiques. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces maisons? Surtout leur plan. Alors, c'est pareil, Franz a dû vous souligner que l'architecture d'Airainoum était assez particulière, puisqu'elle tenait de deux héritages. D'un côté, l'héritage grec, et de l'autre côté, bien sûr, l'héritage de l'Asie centrale. De l'Asie centrale, elle doit bien sûr ses matériaux, qui est par excellence la brique de terre crue, mais aussi des toits plats et donc des sols en terre crue et des murs blanchis. De l'époque grecque, qu'est-ce qu'elle va garder de l'époque grecque? En fin de compte, un décor. Simplement un décor sur des plans que, nous allons le voir, sont pas du tout dans la tradition grecque, si ce n'est si on fait allusion à l'architecture des maisons à l'époque mycénienne, mais c'est un petit peu loin, finalement, les mégarones. Vous en verrez un exemple tout à l'heure. Donc nous avons dans ces constructions, dans cette architecture, des plans qui sont très schématiques finalement, avec des parties qui sont bien séparées, des maisons de grande dimension, hein, vous avez les échelles là, vous verrez, vous avez les dimensions d'ailleurs que j'ai notées en dessous, pour vous faire comprendre que c'était vraiment des monuments importants, qui se divisent en deux parties à peu près égales en général, un corps de logis regroupé sur un des côtés du plan du quadrilatère, qui se trouve au sud, vous l'avez dans les quatre exemples qui sont présentés ici, et de l'autre côté, une cour. Mais cette cour, elle est différente de ce qu'on trouve en général dans la maison grecque. Dans la maison grecque, la cour est un élément central, est un élément de passage. Ici, c'est tout le contraire. C'est un élément qui est rejeté sur un côté, et on pourrait dire que c'est un élément privatif. C'est un jardin qui devait servir au maître de maison. Une deuxième caractéristique quand même qui ressort de ces plans, c'est la surabondance des couloirs, des circulations dans cette architecture. Vous avez ici, ici autour de la maison, dite maison hors les murs, donc celle qui se trouve autour des remparts, carrément là un couloir tout autour de la maison, comme une espèce de rempart à galerie, je dirais finalement, qui protégeait ce manoir hors les murs.
mais aussi à l'intérieur des maisons, ce qui montre quand même que là aussi, il y a une volonté de séparer les différentes circulations à l'intérieur d'un même bâtiment. Vous l'avez donc l'exemple de la maison hors les murs, l'exemple de la maison du quartier sud-ouest, où aussi vous voyez que l'élément principal, qui est cette pièce centrale, est entouré d'un couloir qui permet de contourner donc les pièces et sans passer par l'élément principal de la maison. Une autre caractéristique de ces maisons, c'est l'accès entre ces deux parties distinctes des maisons par un porche à colonnes que vous voyez comme ça, avec deux colonnes identiques. Vous l'avez dans les maisons, vous l'avez dans cette maison ici. Dans cette partie de la résidence du palais, les colonnes n'ont pas été, ont sauté, je dirais. Mais vous les avez bien ici. Donc vous avez dans la partie habitée, dans la partie du corps de logis, donc un élément central, pièce de réception, je dirais, qui ouvrait sur la cour par ce porche à deux colonnes identiques, qui, lui, va garder, bien sûr, un aspect grec, et ça sera la touche grecque, je dirais, dans cette architecture plutôt orientale, où on sent que, finalement, les gens vivaient dans des mondes séparés entre le maître et les serviteurs, pour que les gens ne se croisent pas dans leur cheminement. Voilà, en plus grand, cette maison hors les murs, donc, qui a été partiellement fouillée. Finalement, il n'y a eu qu'une seule campagne de fouilles consacrée à cette maison, mais qui a permis de reconnaître les éléments principaux, en fin de compte, hein, par exemple les angles de retour de la cour, mais surtout la partie centrale, avec donc cette immense cour, ce porche à deux colonnes dont des éléments ont été retrouvés sur le sol et qui montrent bien donc le côté grec, finalement, de la décoration de ce portique, la salle principale et aussi les pièces de séjour et toute une partie de service à l'arrière, avec une autre caractéristique de l'architecture civile, l'architecture urbaine d'Ayhanum, c'est la présence d'un ensemble balnéaire, un ensemble balnéaire qui se trouve en général composé de la même manière dans les différents exemples que nous traitons aujourd'hui, avec trois pièces en enfilade, un vestiaire, une salle d'ablution et une salle d'alimentation en eau. On va le voir un peu plus en détail. Je dirais la tradition grecque du bain, ma foi, réinterprétée malgré tout à Ayhanum, puisque vous savez qu'à la même époque, dans le monde hellénistique, nous avons en général ce qu'on appelle des cuves plates, hein, qui servent pour la toilette et qu'on trouve dans les maisons ou dans les tolos, c'est-à-dire dans les bains publics, dans les villes grecques. Ces éléments d'architecture, en fait, ont aussi une particularité. Vous avez donc vu les éléments tombés de la colonnade avec le chapiteau, un beau chapiteau corinthien, et des bases donc de tradition attico-asiatique, mais qui ont une particularité, c'est qu'elles étaient tournées, ces bases. Et là, j'ai pris ça tout à l'heure sur Internet. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez-y, il y a un petit film qui montre comment se pratique la taille d'une pierre avec un tour. Donc, il y avait des tours à pierre, et on peut comprendre que finalement, il était plus simple de former des gens pour pratiquer ce tour, plutôt que d'avoir de véritables tailleurs de pierre, de former de véritables tailleurs de pierre pour sculpter ces éléments. Mais quand vous voyez le monsieur là en train de travailler sur le petit film d'Internet, vous devez vous dire que ça devait être très très difficile de réaliser ces énormes bases. Hein, vous avez quand même, elles font 60 et 11 cm celle-ci sur 60 cm, peut-être la virgule n'est pas au bon endroit, non, 63 cm de haut. Donc vous imaginez déjà le poids, la taille, pour remettre ça sur un plateau et le faire tourner. Ce n'est pas obligatoirement évident. Reste à savoir si effectivement c'est la pierre qui tourne ou si c'est l'outil qui tourne autour de la pierre. En tout cas, ici, vous avez deux exemples de ces bases, l'une pour le porche et l'autre, vous avez peut-être vu dans le plan, il y avait aussi dans la salle centrale, non, c'est celle d'avant, dans la salle centrale, nous avions aussi deux colonnes, donc
d'un même type, même si la nomenclature est légèrement différente. Donc, ces colonnes, les éléments retrouvés, les tambours retrouvés sur place, donc les bases et les tambours étaient tournés. Ça a été vraiment bien constaté, ces choses-là, vous consulterez la publication de Serge Veuve sur le gymnase, où ils ont trouvé des éléments. Franz vous a dit tout à l'heure que le gymnase n'avait pas été complètement achevé, et donc on a des tambours où on voit vraiment qui sont en cours de taille. Ici, donc, la succession des tambours a permis de reconstituer cette colonne qui devait mesurer environ 8 mètres de haut. Donc, vraiment, comme je vous dis, une architecture monumentale, même pour... Alors, on ne sait pas exactement qui habitait dans ce manoir hors les murs, mais bon, un aristocrate ou peut-être même quelqu'un un membre de la famille royale. Mais vous imaginez, vous avez vu la dimension de la cour, hein, et la hauteur des colonnes. Donc, vous imaginez des colonnes sur 8 mètres de haut, donc un aspect tout à fait monumental de l'architecture. Ici, bon, le chapiteau corinthien, avec bien sûr les volutes et 4 rangées de feuilles d'acanthe. Visiblement, d'avoir des colonnes en pierre semble assez exceptionnel. Dans les autres exemples, nous avons des bases en pierre, mais il devait y avoir plutôt des fûts en bois et peut-être des chapiteaux en bois stuqués et peints. Alors, une autre des particularités de cette architecture urbaine, c'est la présence de ces salles d'eau, je vous ai dit, qui se composent un petit peu toujours de la même manière, avec un vestiaire, une salle d'ablution où la toilette se pratiquait par aspersion, avec de l'eau qui était amenée à partir de la salle d'alimentation en eau par probablement un esclave ou du personnel de maison qui allait chercher l'eau dans cette pièce à travers un guichet, vous avez ici, un guichet qui communiquait avec la cuisine ou la chaufferie, ou la cuisine-chaufferie, où il y avait donc dans l'épaisseur du mur un foyer avec un chaudron qui permettait de chauffer l'eau. Vous avez ici des détails de cette installation, avec ici la salle d'ablution qui était dallée de pierre. On verra que ces pièces étaient soit dallées de pierre, soit de mosaïque. Vous verrez les exemples dans le palais tout à l'heure. Et ici, la salle d'alimentation en eau, avec donc cette voûte encore conservée. Ici, elle n'a pas été dégagée, qui permettait donc d'avoir dans l'épaisseur du mur un chaudron pour puiser l'eau chaude, avec sur le côté une canalisation. On a trouvé cet élément dans les déblais, une canalisation qui devait permettre, elle, d'apporter l'eau froide, un peu d'eau chaude, un peu d'eau froide, pour avoir, je dirais, sa douche à température. Et ici, donc, la vue de l'autre côté de l'ensemble balnéaire, du côté cuisine, finalement, avec ici l'emplacement du foyer. Ici, vous voyez l'arche du passage entre les deux pièces, l'emplacement du foyer, et ici, là, qui traverse la pièce, la canalisation d'écoulement des eaux usées provenant des salles d'eau. Le trou d'évacuation d'eau se trouve pour cette pièce en contrebas ici, et pour cette pièce en contrebas ici, qui communique donc avec ici. Alors en fait, peut-être contrairement à ce que disait Franz tout à l'heure à propos du gymnase, dans les maisons, nous n'avons pas de conduite d'amener d'eau. Nous avons simplement des conduites d'évacuation d'eau. L'eau, eh ben, finalement, les gens allaient les chercher avec des amphores ou des jarres à la fontaine, mais dans les salles d'eau, justement, ce ne sont que des évacuations qui ont été trouvées, jamais d'amener d'eau courante, je dirais. Voilà pour la partie balnéaire et confort, mais le confort ne s'arrêtait pas uniquement là, parce que même si les constructions étaient en briques crues et les sols en terre crue, probablement il était fait usage de tapis et de tentures pour se protéger du froid et de l'humidité, mais aussi dans les pièces de séjour et aussi dans les salles d'eau, vous l'avez
probablement aperçu sur la photo précédente, il y avait des cheminées qui étaient aménagées, cheminées qui ne sont pas comme les nôtres avec une évacuation, mais qui se refermaient en voûte, en cul de four, et qui devaient abriter des braseros. En fait, hein, vous avez ici un exemple de ces cheminées qui permettaient de chauffer les pièces de séjour. Vous avez ici l'angle du bâtiment, avec ici une cheminée, ici une autre cheminée, donc qui permettait de se chauffer, parce que dans cette contrée, hein, finalement, les hivers sont bien froids, humides, pluvieux et même parfois neigeux. Donc ici, une vue de l'ensemble du corps de logis de la maison Hors-les-Murs avec... non, là je dis une bêtise. Oui, c'est la maison Kochcha. Donc, c'est fait rien. C'est une vue d'ensemble de la maison Kochcha, donc la seconde maison que nous allons étudier, à partir, donc, vue du corps de logis, avec la cour qui s'étendait dans la partie ici, la pièce centrale est là, la circulation autour qui permettait de bien différencier les espaces et les circulations, et dans la partie arrière, au même endroit que ce qu'on a vu dans la maison, d'où la confusion de la maison Hors-les-Murs, l'ensemble balnéaire qui ici est un peu légèrement différent puisqu'il comprend deux pièces et que le vestiaire devait se situer dans cette pièce-là. La salle d'ablution étant ici et la salle d'alimentation étant là. Mais cette petite erreur, vous m'excuserez de cette petite erreur dans la disposition de mes diapositives. En fait, je voulais, avant de détailler le plan de la maison dite maison Kochcha, mais que nous avons appelée, nous, maison du quartier sud-ouest, parce que finalement, dans cette partie de la ville que vous voyez ici, c'est une vieille photo aérienne ici, vous voyez tout un moutonnement qui laisse supposer un ensemble assez important de construction. Mais essayons de nous resituer un petit peu. Nous avons la rue principale de la ville ici, avec le palais ici, et donc à l'arrière du palais, du côté donc de la Kochcha, qui est ici, un ensemble que l'on qualifie de quartier d'habitation qui semble se distribuer à partir de rues perpendiculaires à la grande rue, qui traverse tout le site du nord au sud, donc une série de circulations perpendiculaires, donc qui seraient est-ouest, on pourrait dire, et qui déterminaient des îlots. Ce qui est certain, c'est qu'au cours du temps, donc on a peu d'endroits qui ont été fouillés en profondeur à Aïranoum, hein, Franz l'a souligné tout à l'heure, mais dans les sondages qui ont pu être faits dans cette partie, on sent que ces circulations est-ouest n'ont pas varié, alors que les circulations nord-sud ont varié. Et on ne se retrouve pas du tout dans le cas d'un tracé à la grecque avec des îlots réguliers et une trame orthogonale. En fait, là, on sent qu'il y a eu des variations dans la taille des îlots en fonction peut-être des propriétaires, des rachats de propriétés. En tout cas, on ne sent pas, à partir de cette photo aérienne, de séparation dans ce sens régulière. Mais bon, le fait est qu'à l'heure actuelle, il sera difficile de le savoir. Vous avez vu l'état du site après le passage des pilleurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une des maisons, un des îlots qui a été fouillé, et sur plusieurs campagnes, ce qui a permis d'avoir une idée des différents états des constructions sur cet emplacement. Le dernier état, celui des grandes résidences dont nous parlons actuellement, étant simplement le dernier état architectural, alors que vous verrez sur les plans qui vont venir que les constructions qui ont précédé n'avaient pas du tout le même plan. Et donc il faut imaginer que cette forme architecturale aussi originale qu'elle a été importée à Aïranoum assez tardivement et que dans un premier temps, les constructions qu'il pouvait y avoir ne relevaient pas obligatoirement du même plan. Alors cette maison, bien sûr, elle est plus modeste que le manoir Hors-les-Murs, hein. En niveau de taille, je dirais, elle est presque la moitié, mais on retrouve bien les mêmes éléments avec la cour, donc le portique à 2 colonnes in antis, vous avez ici les bases des colonnes encore, un vestibule qui sépare
ce porche de la salle centrale qui se trouve ici, le couloir tout autour. Alors ce qui est curieux aussi, c'est que l'entrée, je vous disais, la cour on ne la traverse jamais, et dans le cas où on a trouvé les entrées, finalement on s'aperçoit que les entrées elles sont latérales et au niveau du corps de logis, et pas du tout dans la cour où on n'a pas trouvé en tout cas d'entrée qui permettait d'accéder à partir de la cour dans la maison ou dans le corps de logis. Alors la photo que vous avez vue tout à l'heure, elle était prise dans ce sens-là, et voilà ici donc l'ensemble balnéaire de cette maison du quartier sud-ouest qui a, comme je vous l'ai mis ici, date du dernier état, vers 140, du dernier état architectural de la ville. Alors, avant, le fouilleur qui s'appelait Philippe Gouin, qui a travaillé ici, les photos sont affreuses. Bon, ben, je ne sais pas pourquoi. C'est les mêmes que les autres, mais celles-là, elles ne veulent pas passer. Donc, vous avez ici l'état antérieur. En tout cas, vous pouvez deviner qu'il est légèrement différent, puisqu'en fin de compte, on y retrouve une cour, une entrée latérale ici. Il y avait un couloir comme ça en L qui desservait donc des pièces d'habitation, des pièces de service, toujours le bain ici, d'ailleurs, qui n'a pas changé de place entre les deux états. Et puis des états antérieurs très fragmentaires qui donc permettent de remonter dans le temps, mais pas tellement loin dans le temps, on n'est pas à la fondation de la ville, et loin de là d'ailleurs, ce qui laisse un point d'interrogation sur savoir qu'est-ce qu'il y avait dans cette zone dans les premières décennies de la fondation de la ville d'Aïr-Hanoum. Alors ces datations-là, on les doit à la dernière étude qu'a fait Bertil Lyonnais, qui est publiée dans cet ouvrage que nous vous incitons à consulter, à acheter même, et donc qui a étudier la céramique des différents états provenant de ce chantier, puisque je vous dis c'est un chantier qui a permis d'aller jusqu'au sol vierge, et de voir que finalement les différents états de cette maison, les 4 états architecturaux, se situaient sur une cinquantaine d'années, et qu'il fallait bien caser tout ça sur ces 50 ans. Tout ça à cause de la datation de bols mégariens qui ont été datés à Athènes, donc au IIe siècle de notre ère. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré tout, le passage de cet état 3 de la maison sud-ouest à l'état 2 que vous avez vu avant est finalement un bricolage d'une architecture existante à une architecture plus compliquée. Et là, effectivement, l'architecte qui a dû travailler, ou le maçon qui a travaillé à ce moment-là, s'est contenté à partir du parcellaire qui existait et probablement des parcellaires qui avaient été rachetés autour, d'agrandir ce corps de logis ici en le transformant en la maison du dernier état. Et gardez ça bien dans l'œil, cette partie-là. Et on va essayer de retourner en arrière. Et cette partie-là, vous la retrouvez exactement ici. Voilà, c'est cette partie-là. Tout ça. Vous voyez? C'est-à-dire toutes les pièces qui occupent l'angle, la partie en L de la maison de l'état 3 ont été reprises mur pour mur à l'état 2 et agrandies, en fin de compte, pour correspondre à un plan préexistant. Je suis contre l'idée que le plan de ces maisons ait été inventé à Aïr-Hanoum. Je pense qu'effectivement, pour arriver à ce résultat, il faut déjà avoir en tête quelque chose pour pouvoir l'appliquer sur un modèle existant. Donc, en fait, on a transformé cette maison en grande résidence dont les modèles, on le verra à la fin, les modèles, à mon avis, viennent d'ailleurs et ne sont pas natifs d'Asie centrale. Voilà donc, je suis navré pour l'état des photos. Pour le palais, bon, c'est un petit peu mieux. Alors le palais, pourquoi je vous remonte le palais? Il n'est pas question que je traite le palais ici, mais c'est parce que le palais aussi, il se décompose exactement suivant les mêmes éléments. Sauf qu'ici, on rentre par la cour, mais vous trouvez une énorme cour ici, gigantesque, hein, puisqu'elle fait plus de 100 mètres de long,
une cour gigantesque avec rejeté au sud donc tout ce qui est les appartements royaux, je dirais, et les salles d'apparat, les salles de fonction, qui sont rejetées de la même manière sur le côté sud de la maison. Donc on retrouve un même schéma que dans les maisons, ou peut-être le contraire, on retrouve dans la même maison le même schéma que dans le palais. C'est comme vous le voulez. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi de se voir, c'est que cette architecture où on retrouve une colonnade tout autour, où on retrouve des éléments d'architecture grecque comme ces antéfixes à palmettes qui vont décorer les bordures des toits de la cour, ces colonnes et ces chapiteaux qui sont tout à fait grecs, vous regardez le plan, vous retrouvez ces couloirs abondants et multipliés à l'infini qui ne donnent pas l'aspect d'une architecture ouverte en tout cas. Nous sommes ici plutôt dans une tradition de l'architecture, je dirais, mésopotamienne ou iranienne, et pas du tout dans la tradition d'une architecture grecque, même si on appelle cette cour dorique, puisque finalement il y avait des chapiteaux doriques à la colonnade de cette cour. En fait, vous trouvez au niveau de la décoration, vous allez trouver les trois ordres, que ce soit le dorique, par exemple au gymnase ou dans la cour dorique, le ionique dans le mausolée au caveau de pierre, ou bien sûr le corinthien dans les grandes colonnades et dans les maisons. Alors, ces parties résidences, comme je vous dis, le palais dans son plan général reprend le même schéma, mais les résidences, naturellement, je l'avais déjà souligné, reprennent le même schéma avec la cour, le porche à deux colonnes et puis la partie du corps de logis, les zones de service et d'habitation, tout à fait au sud. Vous avez trois éléments d'habitation qui dépendent du palais. Alors vous avez, ce que je voulais noter particulièrement, c'était la présence des salles d'eau, des salles de bain qui se retrouvent sur un même schéma, vestiaire, salle d'ablution, salle d'alimentation. Vous avez ici le même schéma, avec ici, on est dans le palais, on est chez le roi, donc c'est un petit peu plus noble, mais un petit peu archaïque quand même, puisqu'on est encore avec des mosaïques de galets, très belles d'ailleurs, avec des motifs qui sont tout à fait grecs, je dirais, enfin d'influence méditerranéenne, je dirais, avec des animaux marins et puis des palmettes, mais finalement, on a l'impression que les colons qui pouvaient vivre là, les aristocrates macédoniens ou autres, ou grecs qui pouvaient vivre là, étaient attachés à leur culture, naturellement, mais visiblement aussi à une vision un peu archaïque de leur culture, puisque, en fait, déjà à une époque où dans le monde hellénistique se développent les belles mosaïques à Thessale, on est encore ici en train de composer des mosaïques à galets. D'autres formes d'architecture sont nées aussi, plutôt cohabitées sur le site d'Aïranoum, s'inspirant ou pas du modèle de ces grandes résidences. Vous avez ici ce qu'on appelle la résidence le long de la rue principale. À un moment, on voulait que ça soit l'agora au début de la fouille. C'est certainement pas une agora, mais une résidence, ou tout au moins, dans une deuxième phase, une résidence avec une très grande cour, ici, qui a des porches de chaque côté, des porches à donc 2 colonnes identiques, où vous retrouvez encore le même type de base que dans la maison du quartier sud-ouest. Est venu se coller à cet ensemble, qui était très peu fouillé en fin de compte, mais dont on voit certains éléments, est venu s'adjoindre un ensemble, une habitation. Alors est-ce qu'elle faisait partie au départ de ce monument, ou c'est que dans un deuxième temps qu'il y a eu 2 monuments qui se sont interpénétrés? Il est certain que cette partie ne communique que par une toute petite porte ici le long de ce porche pour accéder à cette immense cour. Mais ce qui est certain, c'est que dans cette phase, on a ici une série balnéaire, je dirais, avec les 3 pièces en enfilade. Vous l'avez ici le long, ici représenté. Je ne sais pas si après, j'ai mis, oui. Donc voilà le détail de ces bases, toujours effectivement d'inspiration grecque. Et ici, donc, la succession des 3 salles, des ensembles balnéaires, avec le vestiaire, la salle d'ablution ici et la salle d'alimentation ici, qui étaient dallées, ces 2 salles étaient dallées de pierre. Là, ce que vous voyez, c'est
la fondation en briques de terre crue qui est représentée sur le plan et qui communiquait ici par aussi un guichet avec la cuisine, une cuisine qui se trouvait derrière, ici, voilà, la cuisine qui se trouvait ici, et vous voyez ici le passage vers le guichet qui se trouvait là dans le mur ici. Donc on retrouve systématiquement un petit peu composé peut-être différemment, mais les mêmes éléments, le même souci, je dirais d'hygiène quelque part, de confort et aussi de décoration à travers les constructions. Mais d'autres bâtiments sont beaucoup moins évidents à interpréter, comme cette maison dite maison sud-est, qui a connu plusieurs phases d'aménagement. D'abord des grandes pièces, ici vous avez le dernier état qui est représenté sur ce plan, d'abord des grandes pièces sans séparation entre elles, qui étaient redivisées et qui finalement avaient servi d'entrepôt aux pilleurs, on pourrait dire, dans une dernière phase, mais je pense que tu en reparleras, Franz, à l'occasion. Tout ça pour dire qu'ici, rien ne semble évoquer le plan de nos maisons. Alors est-ce qu'on a vraiment affaire à une maison ? Il semble, on trouve des cheminées, on trouve des choses, mais en tout cas, si nous avons bien affaire à une résidence, à une maison, elle est d'un plan différent de nos grandes maisons. Les fouilles ont montré aussi dans d'autres endroits que je ne vais pas aborder ici, dans d'autres endroits du site, des traces d'habitation. C'est vrai dans un sondage du côté du gymnase, c'est vrai sur l'acropole, des fouilles qu'a mené Pierre le Riche, dans des petits sondages, mais là c'est vraiment quelques pièces simplement qui sont difficiles à interpréter et qui montrent simplement des habitats très, très modestes, qui ne rentrent pas du tout dans nos catégories. Par contre, là, du côté du Téménos, nous avons encore un exemple ici, voilà, des restes d'une maison qui s'est installée à l'époque, visiblement à l'époque d'Eucratide, en tout cas c'est ce que pense Lauriane Sèvres, et qui a été transformée après. Donc une maison qui s'était implantée en limite du Téménos, alors qu'après la chute d'Aïranoum, plutôt la fuite des Grecs avec l'invasion des Ibetchi, le fait est qu'à partir de ce moment-là, c'est l'ensemble du Téménos, sont des annexes du Téménos, qui va être réoccupé plus ou moins par des installations urbaines, je dirais, domestiques plutôt. Donc, pareil pour ce qui est de l'environnement du palais et de l'Héron de Kinéas, où là encore des fouilles ont permis de mettre au jour un ensemble de vestiges qui montrent que dans une phase tardive, des squatteurs sont venus s'installer entre les propylées qui menaient à la grande cour du palais et les Rondes de Kinéas. Il y a donc une série de pièces où Paul Bernard hésite à voir des installations artisanales. Bon, le fait est que les vestiges sont modestes et pauvres et qu'il est difficile de les interpréter. Il croit voir dans une des pièces une partie d'un ensemble balnéaire, mais bon, le fait est que c'est difficile de conclure. Ce qui est moins difficile de conclure, c'est sur nos grandes maisons, nos grandes résidences aristocratiques, parce que là, on a des beaux plans et ils paraissent quand même assez cohérent. Alors, il y a un travail de 3D, vous avez déjà vu quelques images de ça qui a été fait à l'occasion d'un film qui est passé à la télévision en France, au Japon et j'espère dans d'autres pays d'ailleurs, qui a été fait en collaboration entre notre équipe et NHK. Et donc, à cette occasion, moi j'ai travaillé avec un infographiste japonais qui a permis, à partir des documents de la fouille naturellement, qui nous a permis de réaliser certaines images qui permettent de mieux comprendre un petit peu peut-être cette architecture, de voir comment finalement se présentaient ces maisons à l'allure très close, très fermée, je dirais très orientale quelque part, où les éclairages de ces corridors, de ces couloirs, s'emboîtant les uns dans les autres, pouvaient se faire que par des différences de niveau de toiture, où
effectivement, la décoration à la grecque se limitait à une façade, à un décor de théâtre, je dirais, hein, puisque simplement, que ce soit dans la cour du palais ou dans ces maisons, s'il y avait décor, c'était simplement deux rangées de tuiles au bord des toits, et certainement pas des toits en entier. Donc ces grandes salles, même la salle centrale ici, pour avoir un éclairage, il est obligatoirement situé dans la partie haute des fenêtres, pour pouvoir éclairer ces salles. Donc ces images 3D ont l'avantage d'obliger les archéologues à avoir avoir de nouvelles interrogations et un regard nouveau sur les documents qu'on a l'habitude de traiter, et donc de se reposer de nouvelles questions pour finalement arriver à réaliser ces images. Alors ici, je vous ai regroupé les plans des 4 principaux plans de ces grandes résidences qui font toute l'originalité de l'architecture urbaine d'Aïr-Hanoum, avec représenté donc les parties qui sont identifiées dans chaque monument, entre le porche, la salle de séjour, les salles, la cuisine. Vous avez la pièce principale à chaque fois qui se trouve ici, les salles de séjour ici, ici vous en avez, ici et là, sur l'angle de la pièce. Mais alors ce qui est intéressant de noter là, c'est que finalement cette architecture qui est prévue comme très monumentale au départ, avec des circulations multiples, vous voyez là c'est les petits points noirs, c'est qu'en fin de compte, alors on ne sait pas quand, ni comment, combien de temps ça a duré, mais on s'aperçoit que certainement assez rapidement, puisque bien souvent les enduits passent sur les bouchages, que très rapidement on a condamné certaines de ces circulations, comme si subitement ce qu'on imagine, la vie très royale qu'on imaginait avec un personnel nombreux qui circulait sans vous rencontrer dans des couloirs plus ou moins obscurs, finalement, ces circulations sont condamnées et n'existent plus. Et c'est intéressant de voir qu'il y a eu 2 phases d'utilisation. Alors, est-ce que c'est un changement de personne entre le commanditaire et celui qui habitait la maison? Mais en tout cas, dans le cas de nos maisons ici, le fait est que les bouchages des portes montrent bien qu'il s'est passé quelque chose au niveau de la manière d'habiter ces maisons entre le moment où les plans ont été conçus, où pour moi les plans ont été importés et réalisés, et la manière réelle dont les gens ont vécu, même si c'est qu'une décennie, en fin de compte, dans ces maisons. Alors, reparlons un petit peu du plan. Comme je disais, effectivement, ces plans-là, avec un porche avec des antres, un vestibule et une salle centrale, vous allez me dire tous que ça vous fait penser naturellement au Mégaron, sauf que le Mégaron, c'est l'architecture mycénienne et que c'est bien trop ancien pour que ça ait eu une quelconque influence sur nos maisons d'Asie centrale. Donc, en fin de compte, je le citais un peu pour mémoire, mais c'est vrai que quand vous voyez ça, vous voyez un plan comme ça, vous pensez immédiatement à la maison du quartier sud-ouest, même si nous n'avons pas un grand foyer au milieu et un trône sur un des côtés de la salle principale. Donc c'est ailleurs qu'il faut chercher l'origine de nos maisons, et en fin de compte, on va s'apercevoir, et ça Francfort le sait bien, c'est que finalement les héritiers de cette architecture visiblement sont plus nombreux et sont peut-être, je ne dirais pas plus faciles à trouver, mais sont plus nombreux en tout cas que de trouver des éléments plus anciens ou même contemporains de nos maisons d'Aïr-Hanoum. Alors en Asie centrale, on a une série de sites plus tardifs, comme vous allez voir les plans là, ici, Sarksanosur, vous avez d'Alverzin-Tepe et d'Ilberzin-Tepe, où vous avez des architectures qui ne sont pas sans évoquer nos maisons d'Aïr-Hanoum. Si vous prenez un plan comme ça
comme celui-ci, par exemple, avec son porche à deux colonnes et sa cour. Bon, ces couloirs qui l'entourent, c'est toujours ce système de couloirs qu'on retrouve un petit peu systématiquement. Là, vous comprenez bien qu'il y a eu une postérité, finalement, dans les siècles, là, puisqu'on est au 1er siècle avant Jésus-Christ, ici au 2e siècle, dans les siècles qui ont suivi la chute d'Aïranoum, il y a eu une continuité, une tradition, je dirais, à travers l'aristocratie peut-être, à travers les architectes, les maçons, en tout cas, on voit une continuité. Ce qui est plus difficile, c'est d'imaginer qu'est-ce qui a pu se passer avant. Et pour voir ce qui s'est passé avant et d'où ça peut venir, et à ce moment-là, il faut changer un petit peu de zone géographique. Et il y a 3 sites qui sont importants pour ces comparaisons. Le site de Nisa, l'ancienne Nisa, le site de Roura et le site d'Abou Koubour. Pourquoi ces 3 sites? Eh bien, vous allez le comprendre. D'abord, Nissa, donc je ne sais pas si tu as déjà parlé, Nissa, tu en as déjà parlé. Donc finalement, bon, une grande ville Parthe, hein, la capitale d'origine de ce que va être la dynastie de Parthe. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est un bâtiment qui a été fouillé assez récemment ici, qu'on appelle la Maison Rouge. Vous avez, elle est rouge d'ailleurs, vous avez son plan ici, avec une colonnade, ici 4 colonnes, ils sont plus riches qu'à Aïranoum, une salle centrale aussi à 4 colonnes, des couloirs et puis des salles autour. Et alors, ce qui est intéressant de voir ici, ne serait-ce qu'au niveau du plan, on sent effectivement une filiation, une nuance, c'est déjà au niveau de la datation, puisqu'en fait, on imagine que ça date de l'époque de Mithridate, donc ça soit plus ou moins contemporain des maisons d'Aïranoum, et aussi dans les éléments architecturaux qui ont été trouvés, là, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le domaine grec, on n'est pas dans un plaquage de décor à la grecque, mais dans un plaquage de décor à la perse, je dirais. Hein, c'est un décor plutôt achéménide qu'on trouve plaqué sur cette architecture où il y avait des colonnes de bois, mais vous voyez bien que ces éléments-là ne sont pas des éléments vraiment de décor classique grec, où on aurait plutôt eu des oves et des raies de cœur, plutôt que des petites fentes comme ça en forme de flèche. Donc, ceci montre quand même qu'au même moment qu'à Aïranoum, on construit ces maisons en les plaquant d'un décor à la grecque, pour ainsi dire au même moment, dans un autre domaine, on construit des maisons, des résidences en tout cas, sur le même plan, mais là avec un décor achéménide. Donc on peut se poser la question, effectivement, si ces origines sont vraiment d'Asie centrale, et si c'est d'Asie centrale du côté d'Aïranoum, que les choses sont nées du côté des Parthes, ou plutôt du côté de l'Iran et du royaume achéménide. Donc, pour un autre élément intéressant, c'est cette maison en Iran, en fin de compte, qui est plus tardive. Également, vous avez son plan ici, avec une colonnade. Alors, on l'interprète, nous, comme aussi une résidence aristocratique, avec une grande cour qui n'est pas figurée ici, une colonnade, des pièces à l'arrière, et puis ici, des couloirs, une salle centrale. Il y a une différence de niveau, d'ailleurs, entre cette partie et cette partie-là, avec des éléments ici qui, eux, sont un compromis un peu mixte, hein, je dirais, entre des éléments achéménides avec ces bases ici, avec ces boudins et ces degrés, et puis ces chapiteaux hein, qui sont, on pourrait dire, un petit peu des chapiteaux ioniques barbares, avec ces enroulements. On pourrait y voir d'autres origines d'ailleurs, mais bon, restons dans les domaines qui nous intéressent, et voyons dire une tradition donc grecque sur une architecture qui ne l'est pas et qui s'est perpétuée en Iran, donc avec un plan qui lui aussi n'est pas sans évoquer, enfin en tout cas où on retrouve les éléments classiques, je dirais, canoniques de ce qu'on a vu dans les grandes résidences, c'est-à-dire le porche à colonnes, la salle centrale, les couloirs enveloppants. Donc ces éléments, on les retrouve bien, en tout cas, dans cette résidence d'Iran. Troisième élément,
ah non, ça c'était pour montrer qu'en Iran, il y a aussi d'autres monuments de différentes périodes, puisque je vous ai même mis un petit dessin d'une maison de Persépolis qui là carrément remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors, il est tentant d'y voir ici un porche et puis une salle centrale, hein, mais bon, c'est quand même un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. En tout cas, ces éléments-là, qui datent donc de la fin du 1er siècle ou de l'époque parthe, sont bien dans les mêmes schémas qu'on y voit des temples ou des résidences. Nous avons bien des porches à colonnes, des salles centrales, des couloirs enveloppants, même s'il y a un développement un peu différent qui s'est fait de part et d'autre. Mais en fait, l'élément le plus convaincant pour moi, en tout cas de l'origine achéménide de ces plans, c'est la fouille d'Abou Koubour qui a été faite par Gache, et qui montre finalement à l'époque parthe, très loin de l'Asie centrale, à une époque où le royaume parthe sépare complètement ces deux entités géographiques, donc sans commune mesure. On a donc ici, à une période beaucoup plus, puisqu'on est au deuxième siècle après Jésus-Christ, une période beaucoup plus tardive, un monument qui reprend finalement, qui décalque presque le plan de la maison du quartier sud-ouest. Si vous regardez ce plan-là, vous avez la grande cour, ici le porche à colonnes est devenu un iwan, puisque finalement, à l'époque parthe, ces porches vont se transformer en iwan, voilà donc cet iwan. Donc l'iwan, les pièces donc, tout autour, la salle centrale entourée de couloirs, avec même entre le porche dit Iwan ici et la salle à colonnes, un vestibule comme dans le plan de la maison Koksha. Et donc, je ne vois pas tellement comment il aurait pu, que la tradition d'architecture d'Asie centrale aurait pu se transmettre si loin et après tant de temps, à une époque où les maisons d'Aïranoum n'existaient plus, étaient en ruine, le site était abandonné, si on n'imagine pas une origine commune à ces éléments dans le royaume achéménide. Voilà. Donc, pour aller un peu vite là et conclure, donc des éléments un peu plus tardifs et avancés, là où vous avez justement des plans un peu semblables qui se compliquent, mais où on retrouve ces porches qui, comme je vous l'ai dit, deviennent des iwans à l'époque parthe. Pour terminer, quand même, une petite chose qui va vous faire voyager un petit peu, un peu d'animation 3D. Nous allons visiter le site. D'abord, on va rendre visite, alors on va passer dans la rue principale, naturellement, avec tous ces fantômes des habitants d'Aïranoum. Et puis, nous allons, comme ça, aller rendre visite à un de ces aristocrates dans sa maison. Alors, je ne dis pas c'est pas un peu kitsch son intérieur, mais enfin, le fait est que peut-être c'était les nouveaux riches de l'époque, donc madame nous accueille dans l'entrée de la maison, et donc on va aller dans la pièce de réception pour rencontrer le maître des lieux, qui probablement était un personnage important dans la communauté des habitants d'Aïranoum. Alors voilà, on arrive et il va quand même avoir la politesse de se lever, ce monsieur, et de nous accueillir dans sa maison où on a meublé avec des tentures et des tapis. Alors ensuite, après avoir rendu nos hommages à ce monsieur, nous allons quand même aller rendre les nôtres au roi. En traversant cette cour, et l'intérêt de ces images, au-delà du gadget, c'est de se rendre compte de l'échelle, en fin de compte, de ces monuments, et de voir que vraiment c'est une architecture gigantesque, et que le plan ne rend pas vraiment la dimension voulue par Eucratide quand il a relancé le programme d'architecture de la ville et du palais. Donc on va rentrer à travers cette salle hypostyle, on va rentrer dans un vestibule et puis franchir les couloirs, et vous allez vous rendre compte de l'importance aussi des couloirs dans l'architecture de la ville d'Aïranoum. Donc le salon d'attente, hein, où vous retrouvez aussi bien des orientaux que des grecs. Hein. Les orientaux, on leur a mis un petit chapeau sur la tête pour qu'on puisse les identifier, pour voir que c'était une population mixte. Et d'ailleurs, tu as dû le dire, avec les noms des gens que vous avez retrouvés, pas encore, mais tu vas en parler la prochaine fois, on voit bien qu'il y avait des gens d'origine iranienne
qui vivait aussi à Ayranum. Alors donc là, on va saluer deux soldats fantomatiques et rentrer dans la partie, non pas intime du palais, mais dans la partie administrative du palais, qui finalement est un dédale de couloirs qui devait être à peine éclairé par un éclairage zénithal. Et à la suite de ces couloirs, bonjour madame, en passant, on va donc aller saluer le roi. Ça veut dire qu'il ne doit pas être loin, les deux gardes. Donc on rentre et on va se retrouver dans la salle dite du trône, on l'a appelée comme ça. Bon, c'est un peu artificiel, au même titre que les belles statues qu'on a mis là. On n'a pas trouvé ces statues à Ayranum, vous en doutez. Non, je les ai prises dans le découverte de Gallimard, je crois, tout simplement. Donc c'est pas. Mais le fait est qu'il y avait des niches et des statues. Et donc, bon, on a ici un oriental. Et puis, pour terminer, cher à Franz, le temple, et à Lauriane aussi, et à Francfort aussi, on va dire à tout le monde, le temple avec un Zeus Mitra qui était peut-être un petit peu orientalisé. N'oublions pas que j'ai travaillé avec une équipe japonaise, et en tout cas de gens fort musclés. Et voilà, donc ce Zeus qui veillait au devenir de la ville. Et pour terminer, donc une vue à la japonaise, donc au soleil, qu'est-ce qu'il est là, levant ou couchant? Il est couchant, et donc de la ville d'Ayranum telle qu'on l'imagine et qu'on ne la verra jamais. Et malheureusement, les pillages que vous avez vus sur le site tout à l'heure compromettent fortement la poursuite des recherches si un jour on a la chance de pouvoir aller sur place vérifier toutes nos hypothèses. Voilà, je vous remercie.